Et je vais commencer par l'appel. Donc Catherine Bertin, Daniel Boucher, présent, d'accord. Béatrice Taesco a donné pouvoir à M. Gara, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Danton-Pierre, absent, Bernard Danel, il est là, hein? Je l'ai vu, oui. François Dora, Jean-Marc Depuis a donné pouvoir à Thomas Filiat, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiat, Marie Sportinon, Bruno Carabos, Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau. Il a donné pouvoir à Madame Rénal. Donc Pierre Laïto a donné pouvoir à Sylvie Porta. Michel Atapi, absent. Corinne Holland. Julien Le Tacon a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet. Bernard Matel a donné pouvoir à Marie de Portino. Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand. Vous l'avez perdu? On va essayer de retrouver, mais bon, pour le moment... Oui, bon, mais pour le moment, on va attendre, enfin, on verra s'il arrive. Patricia Peigné, donc, elle est là. Jean-Marc Pestan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin a donné pouvoir à Pascal Rappé, Sylvie Porta, Alain Quérens, Pascal Rappé, Audrey Rénal, Denis Rennes, Marlène Rideau a donné pouvoir à Didier Casimajou, Françoise Sabatier-Perel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technet. Voilà, je vous propose ce soir, pour assurer le secrétariat, je vous propose Thomas Filiat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette désignation? Quelqu'un qui s'abstient? Oui? Ah bon? Excuse-moi. Et comment Ah oui, 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 excuse-moi, André Massou, excuse-moi. Oui, mais je ne sais pas comment je vais sauter ton nom. N'y voit rien hein, de particulier. Bon, en tout cas, bon, voilà. Donc donc Thomas est désigné secrétaire de séance et je vais vous donner les décisions du président depuis le dernier conseil communautaire. Donc la décision 2022-74, convention de partenariat avec Diderot Éducation Campus pour les années scolaires 2022-2023, décision 2022-75, renouvellement de l'adhésion à Gironde de Tourisme pour un montant de 200 €, décision 2022-76, convention de mise à disposition des véhicules de la CDC au profit du collège Georges Brassens du 11 au 13 octobre 2022, décision 2022-77, convention de mise à disposition du stade Paul-Alzera au profit du football club de Barsac-Prégnac du 14 octobre au 16 décembre 2022. Voilà. Donc nous allons passer aux délibérations. Première délibération, autorisation de répondre à l'appel à projet résilience des territoires face aux feux de forêt.
La Gironde est un département particulièrement concerné par les feux de forêt, avec une surface boisée de 4 900 km². Sur ces 10 dernières années, 5 feux ont marqué la région et l'été dernier fut un épisode plus que critique avec 2 gros feux qui nous ont tous touchés de très très près. La CDC est composée de 9 communes à dominante forestière. Un appel au projet permettra l'accompagnement financier sur le volet études et travaux. Les financements proposés concernent le projet lié à la rédaction d'un PIC, plan intercommunal de sauvegarde, et de la bonne prise en compte d'une zone tampon dans le PLUI, mais aussi une aide en matière d'équipement DFCI, défense des forêts contre les incendies, de tracteurs et d'une tonne. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Oui. Alors, pour avoir eu des agriculteurs qui sont partis à Guillos et de leur expérience, bien entendu, pas de la mienne, une tonne à eau, c'est pas intéressant. Il faut une tonne à lisier, parce qu'une tonne à lisier est autonome en termes de pompe. D'accord. Quant à l'achat d'un tracteur, moi je m'interroge. Alors bien évidemment, je suis tout à fait favorable à un projet dans ce sens-là. Mais il y a effectivement un PICS qui va être mis en place et il serait bon de recenser les besoins et les bénévoles et les équipements qui peuvent être mis à disposition. Quant à l'achat d'un tracteur, il faut l'entretenir, un tracteur il faut l'assurer. Je pense qu'il y a suffisamment d'agriculteurs et de forestiers qui sont en mesure d'être ces porteurs d'équipements. Voilà, mais le tracteur Cathy, c'est particulièrement pour la commune de Guillos. Qu'on le mettrait, on le stationnerait là-bas parce que bon. Hein? Ah, c'est à eux. Ah bon, on doit répondre pour les communes. Alors c'est pour ça que les communes font. Donc, effectivement, dans ce dispositif, dans cet appel à projet, on globalise l'ensemble des demandes. Hein. Attendez, je peux pas ça. Cet appel à projet, il a été demandé dans toutes les communes. Donc, dans toutes les communes, on avait recensé les besoins que l'on avait, et c'était des besoins que moi j'avais recensés au niveau de notre commune. On a une tonne, on n'a pas de tracteur pour le tirer. Donc les tonnes après des DSCI sont là pour uniquement la surveillance du feu, pas pour l'attaque. L'attaque, les tonnes à lisier après qui sont venues avec les agriculteurs, et ça c'est indispensable, c'est quand ils aident les pompiers après pour nous faire les lisières et tout ça. Mais une fois que c'est terminé, la DSCI a le rôle, comme dans toutes les communes, de surveiller les fumerons et on a une tonne. Voilà. Donc cet appel à projet, moi je l'avais déjà rempli puisqu'on l'a reçu, hein. Enfin moi j'y ai répondu, puisque j'avais eu connaissance de cet appel à projet par le département. Je voulais effectivement le mutualiser avec les communes voisines pour ne pas le faire seul, pour mutualiser les besoins. Et en fin de compte, il nous a été répondu quand j'ai fait venir le département sur la commune pour répondre à cet appel à projet, que cet appel à projet serait porté en globalité par la communauté de communes, donc qui a recensé tous les besoins des communes et qui a, sur cet appel à projet, identifié les besoins qui ont été remontés. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est un appel à projet du département, donc oui, c'était bien que Marie nous apporte ces éclaircissements. Est-ce qu'il y a une autre intervention hein? De comment Mylène, mince. Bon, Mylène, oui. Mylène, oui. En ce moment... alors, vas-y Patricia. Lorsqu'on a été tous regroupés et qu'il y avait la DFCI, on a été informé qu'il y avait la possibilité de racheter du matériel de justice, hein, de pouvoir racheter et qu'ils étaient en bon état, pas suffisamment pour le justice, mais suffisamment en bon état pour qu'il y en ait dans chaque commune, du moins impactée par les incendies, ou comme nous qui avons pas mal
de forêt. Donc moi je me disais que ce serait peut-être intéressant d'aller acheter ce genre d'engin et qu'on en positionne dans les communes qui pourraient avoir besoin. Alors nous on a une pompe autonome, ça on en a une, la DFCI de Villaz en a une pompe autonome, qui pompe et qui voilà. Mais je me dis que ce serait peut-être pas mal. Et puis il y avait des tracteurs à la commune, donc il y en avait un qui était à vendre il n'y a pas longtemps, peut-être que s'il avait été gardé, on aurait pu le mettre à acquis. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, je sais pas, moi j'ai entendu ce qui se disait à cette réunion et ça m'a interpellé. Je me suis dit oui, ça peut être intéressant que chaque commune ait un peu de matériel. Un peu de matériel. Maintenant, peut-être que je m'y connais. D'accord, bon, oui, c'est tout à fait entendable, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de dégâts sur les dernières. Par exemple, moi je vois sur la caserne de Cadillac-Gay, sur les 4 camions, 3 sont foutus. 4 camions, 3 sont foutus. Je parle quand ils font les ventes des ventes. Oui. En fait, il ne faut pas... Voilà, il faut quand même que ça soit du matériel fiable. Voilà, mais ok. si la DFCI se propose d'en acheter, je pense qu'ils ne sont pas fous. Ils vont prendre du matériel qui est quand même... D'accord. Oui, non, mais c'est tout à fait entendable. Merci. Est-ce que tout simplement, on ne peut pas commencer par... Excuse-moi, je coupe la parole par moment. Non, mais c'était simplement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux concentrer ces moyens chez les pompiers? Les pompiers, vraiment, des outils. Mais c'est un appel à projet, André, c'est ça. Et ça serait dommage de ne pas lui répondre. Oui, Pascal. Dans la démarche, ce qu'on a connu l'été dernier, malheureusement, risque de se reproduire dans les prochains étés, même si personne ne le souhaite. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par recenser au niveau de nos communes à quoi, quel matériel, quelle base d'activité, etc. On peut commencer par là. Avant d'acheter, c'est des moteurs qui sont 3 sur la commune. J'ai une auto DFCI, bon, elle est partie, bien sûr, c'est normal. J'en ai une qui n'est pas homologuée DFCI, mais qui aurait pu éventuellement servir, et personne ne m'a sollicité. J'ai un camion, j'ai 2 voitures, personne ne m'a sollicité pour savoir si les moyens pouvaient servir. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par là. Ouais. Mais c'est justement l'objectif de ce PICS, quoi. Voilà, de collecter, de répertorier un petit peu les moyens dont on dispose dans les communes et à l'échelle intercommunale, de façon à pouvoir, en tout cas, si ça, et j'espère pas, mais enfin, si ça devait se renouveler, qu'on puisse savoir qu'à tel endroit il y a ça et ça. Enfin, tu vois, il faut maintenant le répertorier dans un plan intercommunal de sauvegarde. Tu vois ? Deuxième chose, la test a été oubliée dans les incendies. Dans les incendies. C'était des exemples. La test, on a vraiment cité l'ensemble de la test. Oui. Dans la liste des incendies lumière Oui, il était, oui. Bon. Non, mais nous, oui, non, mais c'est pas là. Voilà, là, on essaie de répertorier à notre échelle à nous. Enfin, bon, on a été particulièrement impacté. Bon, voilà, la test, La liste des exemples soit il y a aussi si ça a été par 2 fois. Ok. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur ce sujet? Non. Donc, je vous invite, chers collègues, à voter. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 40, donc à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, délibération suivante qui concerne le développement économique et sur le renouvellement d'adhésion et participation financière au réseau Monacom. Et je passe la parole à notre collègue Dominique Clark.
Alors, c'est le réseau Monacom, qui est un réseau porté par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aviron, qui, pour faire assez simple, contribue à la professionnalisation des managers de commerce. Alors, soit par des actions de formation, soit la participation à des salons, c'est aussi de la mise en réseau et c'est extrêmement intéressant. On avait une convention, on demande de la renouveler, c'est une somme modique, c'est 500 €. Et je crois qu'il est bon ton qu'on renouvelle parce que c'est quelque chose qui nous permet d'être en relation avec la Chambre de commerce qui centralise quand même un certain nombre d'informations et souvent l'initiative de projet. Je voudrais quand même profiter qu'on parle du réseau Monacom avant de passer au vote pour vous présenter notre manager de commerce, Sonia Sancho, qui va se présenter rapidement, qui nous a rejoint il y a combien, Sonia ? Une présentation sommaire, synthétique et musclée. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai rejoint la collectivité au mois de juillet. Donc je suis poste de manager de commerce et territoire pour accompagner le développement économique des différentes communes et du territoire avec pour mission principale l'accompagnement des centres-bourgs, des commerçants, des artisans et des TPE. Donc l'objectif va être effectivement de pouvoir accompagner, d'être l'interlocuteur privilégié pour pouvoir mettre en réseau, être le relais avec les partenaires, les collectivités, la CDC et faire en sorte que notre territoire soit de plus en plus attractif et réponde aux enjeux qui nous concernent pour les années à venir. J'ai déjà rencontré un certain nombre d'élus de communes ici présents. Je suis tout à fait disponible à vous rencontrer pour discuter justement de vos projets, ou bien si vous avez des problématiques, des commerçants que vous souhaitez accompagner plus particulièrement. Enfin, voilà. J'ai envoyé déjà un message à tous, vous avez les coordonnées, donc n'hésitez pas, je viendrai vous rencontrer avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de cette présentation. En plus, je connais bien le territoire parce qu'il y a déjà travaillé professionnellement et je crois qu'on travaille quelque chose à la Biquilas. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est imprégné de notre territoire et qui va agir dans l'intérêt commun. Donc je vous demande de lui réserver le meilleur accueil possible. Elle est à votre service. Donc je reviens à ma convention. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Donc je rappelle, c'est 500 €. Donc c'est quelque chose d'extrêmement modique qui nous permet justement d'aider Sonia à remplir au mieux sa mission. Ben, je vous propose que nous passions au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Alors pour 40 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Troisième délibération, l'urbanisme. Donc délibération approuvant l'exclusion du champ d'application de la DPU des lotissements L'Érial de Garande et de Garègue. Garande. Le Garègue. Voilà. Ça vous va comme ça avec l'accent, hein, en plus. Eh bien, c'est gratos. Et bois de Janton, de la commune de Prégnac. Et je donne la parole à notre collègue. Voilà. Alain Kerr. Janton. Bon, on va essayer de prendre l'accent. Donc, effectivement, vous savez que c'est la CDC qui est compétente en matière de modification de tout document d'urbanisme. Donc, à la demande de la commune de Prégnac, qui souhaite exempter de ce droit de préemption urbaine ces deux lotissements sur lesquels elle a délivré un permis d'aménager. Donc, pour l'Érial de Garègue, il y a 10 lots, et sur le droit de Janton, il y a 12 lots. Donc, tout ça, c'est fait pour que l'aménageur en fait ne soit pas obligé de déposer une DIA à chaque fois qu'il va en lot. Donc c'est pour accélérer les procédures de vente. Et donc le souhait de la commune, c'est que ça se passe rapidement. Donc tout simplement, alors vous avez vu les détails dans les tableaux là, de tous ces lots. Vous avez également reçu l'annexe avec les plans, les plans cadastraux. Et voilà, donc
il vous est simplement demandé de proposer d'approuver donc d'exempter ce droit de préemption urbain sur les lots qui composent ces deux lotissements. Voilà, Monsieur le Président. Des questions? Non? Donc le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Pour 40 voix, je vous remercie beaucoup. Quatrième délibération, GEMAPI, non-reconnaissance des digues du château de Fortès. Et je donne la parole à notre collègue Valérie Méneret. Bonsoir à tous. Alors, je vais rapidement vous faire un petit rappel sur la GEMAPI. C'est une compétence qui est assez particulière, assez récente pour les communautés de communes. Je ne vais pas vous passer 3 heures, hein, c'est juste pour recentrer un petit peu les choses. La GEMAPI, c'est quoi? C'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Convergence Garonne est compétente en cette matière sur l'intégralité de son territoire. Pas de rive gauche, de rive droite, c'est remis partout. Pour la GEMA, la compétence, elle est déléguée à tous nos syndicats de rivière, donc chacun retrouvera le sien. Il y a le Ciron, le Slapvo, le Cietra et le Drôme. Pour l'API, donc la prévention des inondations, ceci ne concerne que les territoires hors rive de la Garonne. Pardon, excusez-moi. Les territoires, la prévention des inondations, sur la compétence qui est donnée aux syndicats de rivière, ne concerne pas les rives de la Garonne. Les rives de la Garonne sont dévolues parfaitement à Convergence Garonne. Le finance de la GEMAPI, le financement de la GEMAPI, c'est quoi? Nous sommes sur un budget annexe, comme vous le savez, donc un budget complètement à part, qui est financé à 100% par de la taxe. La taxe GEMAPI qui est prélevée sur les personnes qui paient la taxe foncière de notre territoire, donc nos collègues, nos administrés. Le budget actuel, il est de 180 000 €. La moitié sert à verser nos contributions aux syndicats de rivière. Le reste permet d'assurer le fonctionnement du service, l'entretien et les travaux après le cru de la ville de Barsac-Séronce qui a déjà fait l'objet d'une prise en charge par Convergence depuis 1 an, ainsi que les interventions à notre charge sur les parties non déléguées, par exemple la Renée, la prévention des inondations sur la rive gauche, certains items de l'île de Raymond, les berges de l'Escac-Taillé, etc., ainsi que les montages, le suivi et les recherches de financement, coordination des syndicats de rivière. En gros, voilà pour 180 000 €, ce à quoi nous avons droit. C'est un budget volontairement calé à nos besoins, qui sera appelé à évoluer en fonction de ces derniers, des besoins et des orientations que nous prendrons. Alors, c'est important pour moi de vous dire ça parce que notre rôle aujourd'hui, c'est le premier, c'est la première fois, vous allez entendre parler de la GEMAPI pendant plusieurs mois maintenant, dans les mois qui vont arriver. Et il était important pour moi de vous rappeler que ce financement était directement sur le budget des ménages. Voilà, la taxe, elle va directement sur le budget des ménages. Chaque décision que nous prendrons aura un impact sur le budget des ménages. L'intérêt du plus grand nombre, c'est l'objet de la collectivité et l'intérêt partagé est transversal. Voilà. Ce n'est pas un budget que nous avons transféré des communes, c'est un budget qui arrive 100% d'une taxe qui a été créée depuis 2018. Les digues. Je ne vais pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. Alors, pour faire court et très simple, depuis 2011, et je ne vais pas faire toutes les années, dans le cadre du papier d'intention, des travaux d'études sont menés sur la Garonne girondine, précisément, donc de Villeneuve-d'Ornon à La Réole, en vue d'élaborer avec les acteurs locaux une stratégie globale de gestion de risques d'inondation et de réduction de vulnérabilité des enjeux. Le papier Garonne girondine, donc comme je vous l'ai dit, va de La Réole à Villeneuve-d'Ornon. Excusez-moi, je ne le dis pas forcément dans le bon sens. Depuis 2018, nous sommes entrés dans une seconde phase du papier. Le programme pré-opérationnel du papier. Il doit proposer une justification de travaux présentant les conséquences directes et indirectes, quantifiables et qualitatives de chaque aménagement envisagé. On parle maintenant de systèmes d'endiguement. Ces systèmes sont mis face aux enjeux qu'ils protègent, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Des gens, des appareils collectifs, publics, etc. De façon très simple, sur chaque système, notre rôle est de quantifier le nombre d'habitats protégés, les équipements communaux, les départementaux, plus généralement publics, concernés, de regarder combien de fois ils sont inondés par an, tous les 2 ans ou tous les 5 ans, et combien cela coûte ou coûterait à la collectivité concernée de les déplacer, de les modifier s'il n'y avait plus de digues. Voilà à quoi on sert.
En clair, de mettre le risque, pas de digue en face du risque, combien ça coûte. Et ça nous permettra de dire, de vous proposer si la digue vaut le coup en clair de rester là ou pas. Pour le périmètre de convergence Garonne, nous avons 5 systèmes d'endiguement inscrits au titre du papier. Mais seulement 4 ont été retenus pour des études préopérationnelles au choix de reconnaissance. Les 5 systèmes sont Barsac-Sérence, qui est déjà en compétence convergence Garonne, Barsac-Prégnac, qui va après le corps de Barsac jusqu'au corps de Prégnac, Prégnac-Tulène, c'est un système qui est à cheval sur 2 EPCI, convergence Garonne et Sud-Gironde, Sainte-Croix-du-Mont-Verdelais, également à cheval sur les 2 EPCI, et la digue de Portès. Les 4 premières sont au programme préopérationnel du PAPI, donc on vous parlera le mois prochain sur le prochain conseil communautaire. La dernière, elle n'y est pas. Elle n'y est pas pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, lorsque le précédent PAPI de 2011 à 2018 a fait les premières études, il a été diagnostiqué que cette digue est entièrement sur du foncier de la famille propriétaire du château de Portès, qu'elle ne protège, comme vous l'a précisé la délibération, aucun enjeu humain. Cela veut dire qu'en cas de crue, elle ne protège aucune habitation de la ville de Portès. Son seul objet sont les digues des vignes du même château, la peuplerie ainsi que les palus qui sont en suivant, et qui appartiennent tous au même domaine privé. Donc la question qui est à nous poser est la suivante, c'est est-ce vraiment aux habitants de Convergence Garonne de payer pour les digues privées du château de Portès? Voilà, c'est la seule question. Donc une fois que en votre âme et conscience élus, vous avez répondu, si votre réponse est non, alors il faut voter pour la non-reconnaissance de ces dernières ce soir. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions? Non. Donc, je déclare le vote ouvert. On est d'accord, c'est une non-reconnaissance. C'est la non-reconnaissance. C'est pour ça que je l'ai... Le pour, c'est la non-reconnaissance. Voilà, le vote est clos. Donc pour 39 voix, abstention 1 voix. Et c'est M. Dora François qui s'est abstenu. Donc le point suivant, toujours GEMAPI, renouvellement des membres de la commission locale de l'eau CLE, sage de la vallée de la Garonne. Et toujours Valérie qui en est le rapporteur. Alors, le clé et le sage ne sont pas calés sur le mandat communautaire ni municipaux, donc on arrive à une échéance le 24 novembre. C'est une commission locale de l'eau où en fait on remonte les diagnostics. Là actuellement, par exemple, en cas de sécheresse, on est en train de remonter tous les diagnostics de nos bassins versants, des rivières qui traversent notre territoire pour essayer d'analyser le comportement, mais aussi de coller aux actions qui sont menées sur le territoire. Voilà, c'est un conseil supplémentaire qui œuvre au contrôle de l'utilisation, de la bonne utilisation de ces cours d'eau. Donc, voilà ce que c'est par exemple, on nous questionne sur le clé, sur la capacité d'un cours d'eau à être prélevé pour du maraîchage, pour de l'arrosage de culture, des choses comme ça. Donc, il faut nommer un représentant pour la collectivité sur le clé, sur le sage. Après, je ne sais pas trop si c'est un nom de proposer. Enfin, moi, je vous propose ma candidature, mais je voulais savoir si quelqu'un d'autre était... Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Donc, il y a la candidature de Valérie. Donc, s'il n'y a pas d'autres candidatures, voilà, le vote est ouvert. Valérie, vous vous abstenez? Voilà, le vote est clos. Oui, mais il fallait là, ici. Donc, à l'unanimité, félicitations, Valérie. La délibération suivante concerne l'enfance et jeunesse,
intervention d'une psychologue pour l'analyse des pratiques professionnelles dans les relais petite enfance de Portes, Cadillac et Hilas et dans la crèche au Cabellou, proposant du multi-accueil. Et je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Donc cette délibération, comme vous avez le Président, concerne l'intervention d'un psychologue dans la RPE. Dans le décret 2021, 1131 du 30 août 2021, relatif aux assistants maternels et établissements d'accueil de jeunes enfants, est venu préciser les modalités d'intervention obligatoires d'une psychologue pour l'analyse des pratiques professionnelles au sein de l'établissement d'accueil de jeunes enfants. La Caisse nationale d'allocation familiale et son référentiel national s'est appuyé sur ce décret pour le proposer au sein des relais petite enfance RPE. Dans les sessions d'analyse de pratiques professionnelles donnent l'occasion aux équipes de structure petite enfance d'échanger librement et en toute confidentialité sur leurs pratiques, leurs questionnements, leurs trouvailles. Ces échanges associés à une réflexion et à des points théoriques sont régulés et équilibrés selon les besoins exprimés et le nombre de participants. Ils permettent à chacun de s'enrichir de l'expérience des autres, de trouver une écoute extérieure à sa structure et de repartir sur des pistes concrètes. Dans la communauté de communes, je fais ma page. Voilà, la communauté de communes est concernée d'une part avec la crèche Cabellou, située à Cadillac, et d'autre part par les 3 relais petite enfance, situés à Portes, Hilas et Cadillac. Concernant la crèche Cabellou, la réforme impose aux crèches et aux gestionnaires l'organisation de temps d'analyse de pratique et une application au plus tard au 1er janvier 2023. Dans le cadre de la mise à jour de son règlement de fonctionnement, délibération 2022-157 du 13 juillet 2022, et du respect de la réglementation en vigueur, il est proposé une convention d'intervention en analyse de pratique avec les professionnels psychologues et cliniciens. Concernant les RPE, le référentiel national de la CNAF propose l'organisation de ces séances d'analyse de pratique dans le cadre d'une des missions renforcées des RPE. Les critères sont l'organisation d'un minimum de 6 séances par an, année civile, avec la participation d'au moins 8 assistants maternels différents. Les sessions ne peuvent accueillir plus de 15 participants et ces analyses sont animées sous la présence des animatrices des RPE par un professionnel disposant d'une compétence en la matière. Donc, vu le statut de la communauté de communes, notamment sa compétence en matière d'action sociale, d'intérêt communautaire et plus précisément en matière d'emploi jeunesse, considérant que les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en dehors de la présence des enfants, dans le respect de la confidentialité des échanges, que ces séances d'analyse de pratique sont animées par un professionnel et à une qualification définie par un arrêté du ministre chargé de la famille, que la personne qui anime l'analyse de pratique n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres, considérant que la CNAF invite les RPE volontaires à s'engager dans une 3 missions renforcées pour laquelle ils recevront un aide supplémentaire de 3 000 € par an. Il est nécessaire de mettre en place des sessions d'analyse des pratiques professionnelles à la crèche au Cabellou, et enfin que les relais petite enfance s'inscrivent dans une 3 missions renforcées sur la mise en place des sessions d'analyse des pratiques professionnelles au sein des 3 RPE, et que ces sessions d'analyse doivent être débutées au plus tard au 1er janvier 2023. Donc le Président propose d'approuver la convention d'intervention d'analyse des pratiques pour la crèche au Cabellou de Cadillac et de l'autoriser donc à signer la convention d'intervention d'analyse de pratique pour les 3 relais petite enfance, RPE Cadillac, RPE Portes et RPE Hilas. Je vous ai vu toute la libération parce qu'il me semble important plutôt de faire un résumé où vous n'aurez pas forcément eu tous les éléments. Voilà, Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Non, donc je déclare le vote ouvert. Voilà, le vote est clos. Pour 40 voix à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc, délibération suivante concerne l'adoption des admissions en non-valeur des créances éteintes sur le budget principal, 660 €. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Calvi. Merci, Président. Donc on va rentrer dans un certain nombre de délibérations préparatoires finalement du budget, puisqu'on a des obligations de nettoyer quelques comptes. Donc je
je fais une explication, ça sera valable pour les trois délits qui suivent. Les non-valeurs, en fait, c'est soit des petites sommes inférieures à 15 euros, ou des sommes qui sont signalées par la DGFiP comme arrêtant les poursuites. Et les créances éteintes, c'est essentiellement, pratiquement uniquement, des jugements, notamment d'endettement, sur lesquels vous recevez une injonction de passer à l'écriture. Donc, en ce qui concerne c'est clair, pour tout le monde, c'est classique, hein, on le fait dans les communes également. Donc, en ce qui concerne le budget principal, en créance admission non valeur, il y en a pour 1289,65 et en créance éteinte 1526,46, ce qui fait un total de 2816,11 que nous avons donc qui impacte le budget principal. Des questions dessus? Non? Non. Je déclare le vote ouvert. Le vote est clos. 40 voix pour. Je vous remercie beaucoup. On continue avec le SPAC. Donc le SPAC, même chose, qui se met quelques différences en non-valeur pour 387,20 €. Du SPAC. Des questions? Non. Le vote est ouvert. Oui, voilà. Le vote est clos. 40 voix pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, ça concerne le budget annexe ordures ménagères. Garonne, parole. Oui. Pour cette délibération, Dominique m'a fait passer les éléments qui me concernent au sein de cette délibération. Donc, petit problème, je vais arrêter demain avec la DGFiP. Donc, je vais sortir donc, pour ne pas participer au vote pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. Ok. Merci, André. Alors, en ce qui concerne ce budget, le montant pour les créances de non-valeur s'élève à 556,74 et pour les créances éteintes à 5238 €. Des questions? Attendez 2 secondes, je Oui. la sortie de Non, mais j'attends. C'est bon? Le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 39 voix, je vous remercie beaucoup. André, 10, toujours dans le cadre des finances, adoption des admissions en non-valeur en créance éteinte, budget annexe des déchets ménagers, 660,36, et toujours Dominique. Oui, donc toujours le même exercice, 10 931,07 pour les créances en non-valeur et 2145,96 pour les créances éteintes. Des questions? Le vote est ouvert. Le vote est clos. 40 voix pour. Merci beaucoup. Délibération suivante. Vas-y. Oui. Alors, juste avant d'aborder la délibération suivante, hein, juste là on vient de passer, alors ça ne concerne pas tous les budgets, pour autant la somme que l'on vient d'entériner, c'est 22 000, un tout petit peu plus de 22 000 € que nous recouvrons jamais. Alors là, exercice un petit peu différent, on va constituer des provisions complémentaires pour les créances douteuses. Vous savez qu'on a l'obligation
de créer des provisions à hauteur minimum de 15%. C'est une hauteur minimum, on peut aller bien au-dessus, hein, ça c'est à la libre appréciation de la collectivité. Et la deuxième chose, l'appréciation des 15%, elle n'est pas forcément linéaire. Il est clair qu'une créance qui date de 2010, pour prendre un exemple, elle est beaucoup plus dangereuse qu'une créance qui sera 2021. Donc on a appliqué, on va vous donner des règles de pondération de façon à ce qu'on soit le plus près possible d'une estimation probable. Alors, en ce qui concerne le budget principal, on vous demande de voter une créance complémentaire de 16 934,45. Pourquoi complémentaire? Parce qu'il y a déjà une provision qui a été constituée l'année dernière de 7 874,44 qui est aujourd'hui insuffisante pour couvrir le risque qu'on a estimé. Alors, quand je prends le budget principal, aujourd'hui, ce qu'on a depuis 2010, on a 52 815 € de créances, sur lequel, en ce qui concerne, mais ces tableaux, vous les avez dans les annexes, mais pour celui-là, et de manière pédagogique, en ce qui concerne 2010, on a pris 100%, 2011, 100%, 2012, 100%, 2013, 2014, 2015, 100%, 2016, 80%, 2017, 70%, 2018, 40%, 2019, 20%, 2020, 10%. Voilà comment on a estimé la provision, ce qui fait qu'effectivement, la somme qu'on aura en provision permettra de couvrir 47% des créances que l'on a en cours. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Garin. Oui, j'ai une question là, c'est concernant donc, cette constitution de provision, on a déjà parlé l'année dernière qu'il faut faire. Donc j'ai bien compris que là on provisionne que N-2, c'est-à-dire que jusqu'au 31/12/2020, hein, on a encore 21 qui n'est pas provisionné, qui n'est pas compté. Donc ma question c'était de savoir quel était le stock de dette. C'est un peu vrai pour tous les budgets. Quel est le stock de dette? Parce que là on est en train de parler de flux et de sommes non recouvrées. Quel est le total des sommes non recouvrées par budget? Je n'ai pas réussi à le reconstituer puisqu'il nous manque 2021. Qui n'est pas provisionné peut-être à juste titre, mais c'est juste. On pourra vous le fournir, effectivement, on va rajouter 2021, et si on veut être exhaustif, on pourra même ajouter 2022. Sans doute en partie, et mon sujet c'était de le comparer avec la situation l'année dernière pour voir dans quelle situation on était, comment on évoluait, si la perception était meilleure ou pas. On a le sentiment dans nos communes qu'il y a une accélération des procédures, hein, qui porte certainement ses fruits, mais pour autant, ce serait bien d'en avoir une mesure. Et ma deuxième question, c'était de savoir si on avait mis en place ou une réflexion, ou un début de réflexion, on a commencé à en parler, notamment sur essayer d'inciter les gens à payer par prélèvement, ça c'est déjà un début de réponse pour améliorer le recouvrement. Mais est-ce qu'au sein de la communauté, au sein du service, il y a eu des réflexions pour essayer d'améliorer le recouvrement auquel nous sommes confrontés dans les mairies, pour lesquels nous essayons d'apporter des solutions ponctuelles sur la quantité, l'assainissement, avec des approches directes des débiteurs. Voilà, ma question c'était de savoir est-ce que vous avez avancé sur ce sujet. Non. Et la première question, je pense que vous pourrez peut-être pas me donner la réponse tout de suite. Non, je ne te la donnerai pas. Je ne te la donnerai pas parce que je n'ai pas les chiffres sur ce. Ça serait bien de la donner dans le PV ou à comment, pour savoir comment évolue les restes. Il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la deuxième, effectivement, c'est un souci de passer des écritures, c'est une chose, mais on n'est pas forcément fataliste devant. C'est sans doute une réflexion qu'on a menée conjointement d'ailleurs avec la DGFiP, parce que il faut que ça soit coordonné et qu'il y a quand même là aussi des précautions juridiques à prendre. On ne peut pas se transformer demain en huissier. Pour autant, il y a certainement du travail à faire. Je suis assez d'accord avec ça, mais je te remercie. On considère, oui, pour une fois, ça arrive. On considère que 22 et 21 ne sont pas provisionnés. Nous, on travaille essentiellement à la commune sur 21 et 22, qui sont des dettes fraîches, sur lesquelles on peut agir plus rapidement. On laisse les autres à la DGFiP puisque les procédures sont en cours souvent avec l'huissier ou son huissier. Donc c'est sur les dettes les plus fraîches qu'on doit se poser des questions. Et vous remarquerez dans vos tableaux, c'est sur celles-là qu'on a des créances mises en non-valeur et éteintes. C'est pas sur les plus anciennes. Donc la question c'était, ma question c'est on s'occupe de 21 et 22. Est-ce qu'on a une façon de le faire avec les factures qu'on envoie? La question est ouverte. 21 22, non, pour le moment, les factures, c'est la DGFiP, quand même, de 21 22. Je suis d'accord, mais pour autant, ce sont des.
Oui, sauf que dans la mairie, la liste est un petit peu plus courte. Moins nombreux aussi. Hein? Moins nombreux, s'en occuper. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, c'est une vraie question parce que. Non, non, mais c'est une question de risque. Il y a beaucoup de raisons que ça s'améliore. Moi, ce que je suggère, c'est qu'on fasse une commission sur ce sujet-là avec la DGFiP, parce que moi, j'entends bien être quand même bordé juridiquement sur ce sujet. L'encaissement de créances douteuses, je sais particulièrement ce que c'est, j'en ai fait pas mal titre personnel et dans le privé, donc il y a quand même quelques règles à se mettre et de savoir une méthodologie. Comment? Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de sensibiliser. Comment on fait pour sensibiliser les gens? On va pouvoir arriver à être plus efficace. Mais il n'est pas exclu que tu émettes des idées et que tu apportes de l'eau au moulin. Donc, sur cette délibération, donc c'est la première, on est bien là. J'ai perdu le fil de mon histoire. Non, non, c'était le budget principal. Non, c'est pas le budget principal. Si, pardon, autant pour moi. Sur le budget principal, ouais. Donc on a 16 934,45 à provisionner. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires à ça? Non. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante. Alors c'est le budget des déchets ménagers, rive gauche. Là, l'ensemble des créances 2020 inclus, c'est 453 761. Donc on vous propose de créer une provision complémentaire de 144 116, puisqu'il y a déjà 61 826 de provisionnés, ce qui amène un total de 205 942 76, c'est-à-dire qu'on couvre 45,3% des créances enregistrées à cette date. Des questions? Oui, Michel. Une question, c'est concernant le montant de la provision qui est à 205. Je ne me trompe pas en disant que ça fait 50 000 de plus que ce qui était prévu au budget, puisque c'était 150 000. Oui. Alors là, on a repris également aussi une règle évolutive en fonction des années. Donc en fonction de la lecture du budget qu'on a actuellement, c'est aussi de faire que le budget puisse supporter ces provisions. Parce qu'il est clair que ça va impacter effectivement le résultat et amputer la CAF. Quand on fait des provisions, ça veut dire que cet argent, on n'en dispose pas pour faire autre chose. Donc il faut à la fois être prudent et pour autant se garder la marge de manœuvre nécessaire dans le budget, parce que sinon pour progresser 100%. D'autres questions? Le vote est ouvert. Oui. Voilà, le vote est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante. Alors, même opération pour la rive droite, où on a déjà une provision constituée de 13,077,85. On demande de constituer une provision complémentaire de 51 306,45. Ce qui nous dotera, ce qui fera une provision totale de 64 384. Là, on couvrira qu'à 21,9 les créances en cours, mais le budget est un peu plus fragile et il est difficile d'aller un peu au-delà. Des questions? Oui, Michel? Est-ce qu'on pourrait avoir à l'écran le tableau des annexes concernant ce budget, notamment le tableau final? Techniquement, vous l'avez eu d'ailleurs dans les pièces que vous avez reçues. C'est pas qu'on ne veut pas vous montrer, mais vous l'avez reçu à votre domicile. Hein? Oui. Non, non, c'est pas ça qu'il veut. C'est la dernière page. C'est la ligne du bas. C'est le total, c'est le mode de provisionnement.
la 4. Elle est au fond. Au fond, tout au bout. Là, il y en a un paquet, vous voyez. Encore un petit peu. Encore. Ah non, mais... Hop. On peut agrandir ou pas? J'ai un petit problème avec le calcul là-haut. Alors, je pense que le calcul est juste, mais j'ai un petit problème avec le total de la base de calcul de provision. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sur le base de calcul de provision, j'ai 294 087. Et moi, j'ai un total de 389 901 si je fais le total des colonnes. J'ai 389 901. Apparemment, il manque une colonne qui n'a pas été dessinée. Vous voyez, au départ, on est à 399 148. Ensuite, on a des non-valeurs à 146. Moi, je suis à 389 901. On n'est pas. Donc, les sommes dehors, qui sont c'est 389 901, c'est pas 294, c'est pas 287. 330. Voilà, on est à plus de Décalez quoi? Vers la gauche. Vers la gauche. Dans le début des lignes. À combien? 350? J'ai 389 901,88. Quand on additionne toutes les colonnes, 13, 110, 38, 170, etc. Au total, ça fait 389 901. On va vérifier le total. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, parce que de tête, effectivement, on a plus de 300. Hein? Le calcul est juste, mais il manque la dernière colonne qui n'a pas été sommée dans le Ouais. deuxième ligne. Bon, tout ça pour dire que la dette, le reste à recouvrer, c'est 389 900. Ouais, ouais. Il manque une colonne. Ok. Donc ça c'est un point. Et l'autre point, tu l'as signalé tout à l'heure, on a une vitesse de provisionnement qui est moins rapide, puisque on a ajouté concernant l'équilibre du budget. Ceci dit, sauf erreur de ma part, on a au budget de 103 489 euros de provision. Et là, on a 64 384. Et en appliquant le même pourcentage que la rive gauche, on aurait 90 000. Donc je me demande pourquoi on ne fait pas le provisionnement total. Mais pourquoi on ne fait pas le même niveau de provisionnement? Parce que le budget est beaucoup plus fragile. On a mis 103 489. Oui. Oui. Non, sur la rive droite, on a une provision de 13 000. On reconstitue 51, on arrive à 64. Et effectivement, on est, mais je l'ai dit, on est à 22%, pardon, 21,9 pour être exact, de taux de couverture. Ça c'est. Non mais le budget c'est un exercice prévisionnel. Là on est dans une phase d'atterrissage où on va clôturer un compte administratif. Je suis d'accord. On est d'accord sur la provision de 103 000 qui avait été faite. On a eu des consignes différentes. En fait, on a un petit peu des soucis, je crois, entre la CDL et le SGC. On nous a donné comme consigne qu'il fallait reprendre la provision précédente et reconstituer. Donc on a mis beaucoup plus en dépense finalement. Et finalement, on nous demande de faire que le complément et de ne pas faire la reprise de provision de l'année dernière. D'accord. Du coup, normalement, ça passe au budget. On l'a vérifié. Puisque finalement, il n'y a que le complément. Et à l'équilibre, normalement, il n'y a pas plus de dépenses. Ça va nous faire une provision totale de combien cette année? Dans la délire, c'est marqué. C'est 64, 84. C'est dans le corps de la délire. La provision constituée soit de 64 384,30. Ok. D'autres questions? Ok, oui et non, puisque sur le principe, on n'adopte pas le même provisionnement sur la droite et sur la rive gauche. Et le risque existe. Oui. Mais, non mais, on est d'accord. Je n'ai pas dit le contraire, mais le budget ne peut pas supporter 45%. Donc effectivement, tu vas me dire que le budget n'est pas sincère et qu'il y a du risque. En présent, moi je ne peux pas fabriquer l'argent, il n'est pas. Donc, je rappelle quand même que l'obligation légale, mais c'est un minimum, c'est 15%. C'est toi et moi que c'est pas réaliste. On est d'accord.
Mais je te fais remarquer que depuis 2 ans, on a monté sensiblement et très fortement tous les budgets où on pouvait, on est à 45%. C'est quand même pas la même chose. Et 45% quand même, là je pense qu'on est à peu près. Ce budget-là ne supportera pas 45%, on ne l'équilibrera pas. C'est ça qui serait intéressant de voir comment évolue la masse des restes à recouvrer sur l'année par rapport à l'année précédente. On a une dynamique, voir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Ah mais ça c'est vrai pour tous les budgets, elle n'est pas spécifique à celui-là. C'est de voir... C'est la question que je posais tout à l'heure sur le total de ce qu'on vous disait. Oui, j'ai compris. On te donnera les chiffres, bien entendu. C'était voté ça? Non, on va le voter la même. Il n'y a pas d'autres questions. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. 38 voix pour et 2 abstentions. Madame Caresco avec Monsieur Garat. Monsieur Garat. Voilà. C'est logique. Alors, en ce qui concerne le... Pardon. Voilà, délibération suivante. Concernant le sport, on a 4934,92, on rajoute 4681,20. Donc on a 9616,12, ce qui couvre 100% des créances. Monsieur Garat. Il faut écouter. Le sport est couvert à 100%. Ah. C'est pour ça que je ne dis rien, je ne prends pas la parole. Oui, mais de temps en temps, vous positivez. Est-ce qu'il y a des... Et pas discuter avec votre voisin qui n'est pas forcément de bon conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, le vote est ouvert. Le vote est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Et la dernière concernant les finances, sur le budget principal M14, sans TVA. Oui, c'est une délibération modificative qu'on en prend un certain nombre au cours de l'année, permettant de faire des ajustements pour l'équipement, l'achat de plusieurs équipements pour des sommes accessoires. Donc il y a un surcoût de l'entreprise sur Arbanat Fermeture pour la réalisation de travaux sur la MA Portets, entre autres. Il manque de l'achat sur un achat de magasinière. Enfin, vous avez le détail pour équilibrer les comptes. Donc on a fait toutes les manœuvres et on peut répondre à vos questions. Donc tout est dans la délibération. Des questions? Non. Donc le vote est ouvert. Voilà. Le vote est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Eh bien, je vous remercie de votre attention pour cet exercice un peu fastidieux. Merci. Dernière délibération concerne les ressources humaines sur la modification du tableau des emplois des effectifs. Pour rappel, les emplois de la collectivité sont créés par l'organe délibérant après avis favorable du comité technique du 12 octobre dernier. Il est proposé donc dans la filière administrative de supprimer les grades d'attaché territorial et attaché principal catégorie A à temps complet à compter du 1er novembre 2022 suite au recrutement d'une chef de service aménagement, de modifier les missions du chef du poste chef adjoint finance en coordonnatrice de l'exécution budgétaire et comptable, grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, à temps complet à compter du 1er novembre 2022. De créer un grade d'attaché territorial catégorie A à temps complet à compter du 1er novembre 2022 correspondant à un poste chargé de mission communication stratégique. De créer un grade de rédacteur territorial catégorie B
à temps complet à compter du 1er novembre 2022, correspondant à un poste de chargé de mission communication stratégique, de supprimer le grade d'adjoint administratif territorial catégorie C à temps complet à compter du 1er novembre 2022, correspondant à un poste d'assistant à la communication suite à une mutation externe et dans le projet à moyen terme d'évolution du service communication. Le poste de coordonnatrice culturelle au sein du réseau de lecture publique ouvert sur un grade de rédacteur territorial catégorie B à temps complet à compter du 1er novembre 2022 pourra être pourvu par un contractuel en l'absence de titulaire parce que l'émission le justifie. Créer un poste de chargé de coopération et responsable de la politique petite enfance sur un grade d'attaché territorial catégorie A à temps complet à compter du 1er novembre 2022. Voilà. Sur la filière technique, créer un grade d'ingénieur territorial et ingénieur principal catégorie A à temps complet pour permettre d'élargir les possibilités de recrutement sur le poste de chef de service environnement à compter du 1er novembre 2022. De créer un grade de technicien territorial de catégorie B à temps complet pour permettre d'élargir la possibilité de recrutement sur le poste de chef des services techniques, de supprimer du grade d'ingénieur principal catégorie A à temps complet à compter du 1er novembre 2022 suite au recrutement d'une chef de service aménagement pour 3 ans. Dans la filière animation, de créer un grade d'adjoint d'animation territoriale catégorie C à temps complet correspondant au nouveau poste d'éducateur en charge du pilotage du suivi des actions sportives à compter du 1er novembre 2022, de supprimer un grade d'animateur principal de 2e classe, catégorie B à temps complet, à compter du 1er décembre 2022, suite à la mutation d'un agent. Supprimer un poste d'adjoint d'animation territoriale catégorie C à temps complet correspondant au poste d'animateur sportif dans les écoles à compter du 1er novembre 2022 suite à une réorientation de la politique au départ en rupture conventionnelle de l'agent, de créer un poste à temps non complet 17/35e, catégorie C, adjoint d'animation territoriale. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Oui. Juste vous dire que je ne m'y retrouve plus du tout. Je suis tout seul et que j'ai du mal avec la compréhension de l'écrit. Alors je comprends qu'il faille prendre une délibération, je ne sais plus du tout en un au niveau des effectifs de la CDC. Il n'est pas question pour moi de remettre en cause les recrutements, les besoins. Hein. Mais je m'abstiens justement parce que je n'arrive pas à quantifier, à maîtriser ces besoins, tout simplement. Ben oui, mais c'est un nettoyage obligatoire. Quand il y a des départs, quand il y a les arrivées, là je vous donne toutes les modifications. Ce que je regrette, si vous voulez, Monsieur le Président, c'est que justement il n'y ait pas de travail en amont pour savoir où moi dans oui. Et le tableau, vous ne l'avez pas regardé? Honnêtement, on ne sait plus qui fait quoi. Enfin, si, on a des personnes... Mais là, vous l'aviez affiché. On n'arrive plus à suivre. Il est bien, moi je le dis quasiment à chaque fois. Mais là, moi je veux bien. Ce que j'espère, c'est que les agents savent au moins ce qu'ils doivent faire. Non, mais attendez. Non, enfin, il ne faut pas ridiculiser. Ça, c'est un travail excessivement sérieux, compliqué à faire. Enfin, bon, eux, ils savent ce qu'ils font faire. Ça, je vous l'assure. Hein. Mais enfin, il ne faut pas caricaturer comme ça, c'est pas très sérieux, Monsieur Rappé. Monsieur le Président, je vous dis juste qu'avec toutes ces délibérations que nous prenons, c'est difficile, je pense, et je ne suis pas le seul, de savoir où nous en sommes.
Mais c'est pour ça qu'on vous les donne. Laurence. Je suis désolée, ça vexe, mais clairement, moi je pose sur la table ce soir mon incompétence à voter cette décision, et je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'arrive plus à suivre sur le tableau des... Alors, je suis peut-être plus stupide que les autres, c'est pas un problème, je la suis complètement, je n'y arrive plus. Et je vous dis donc que ce soir, je suis pas capable de faire un choix éclairé, c'est pour ça que moi je m'abstiendrai, j'y arrive plus. Je suis désolée, j'y arrive plus. Moi, ce que je vous invite, parce que là, il y a ici un comité technique. On traite ce problème en comité technique qui a été validé par le comité technique, donc avec les représentants du personnel. Là, je suis obligé de vous le décliner. Alors, ça paraît comme ça, mais c'est légal, il faut que on le fasse. Vous le faites dans vos mairies, pareil. Si, vous êtes obligé de le faire dans vos mairies. C'est pas le problème, ils ne sont pas légaux, c'est pas ça la question. La question, c'est que très simplement, on comprend plus. C'est la synthèse, nous, on ne sait pas trop. Après, il faudrait un petit. Non, attendez, vous avez un organigramme avec des postes. Ces postes, ça correspond à des agents. Alors, il y en a qui sortent, il y en a qui reviennent. Donc, à chaque fois, la mobilité. On ferme le poste. On peut le recréer sur un autre niveau. Donc effectivement, ça fait un certain nombre de mouvements. Mais il faut comprendre que dans une collectivité où il y a 180 foyers, effectivement, je suis le premier à vous dire que c'est une lourdeur administrative terrible, et c'est la règle de la fonction publique territoriale de manière générale. Donc, c'est pas ça le souci. On a 10 000 personnes. Donc à un moment, fiez-vous à l'organigramme. Moi, je suis juste en train de vous déposer ma difficulté. Et la seule chose qu'on me répond, c'est faites un effort, lisez le tableau. Si c'était aussi simple, Attendez, parce que si tout le monde parle, on entend bien. Je vous dépose juste ma difficulté actuellement. Voilà. Ben oui. La question, si vous voulez, c'est que vous nous demandez de voter, de valider la déclaration avec les changements de poste et des parts. Non, c'est un mouvement qui a été, je pense, bon, alors... J'ai pas de souci avec ça. C'est même pas une remise en question du nombre d'agents, des compétences d'agents, c'est même pas ça le souci. C'est qu'au bout d'un moment, on sait plus ce qu'on veut. Et il ne faut pas nous dire, resserrez-vous au tableau. Ça devient trop. L'organigramme n'a pas été modifié en soi. L'organigramme, si vous vous fixez à l'organigramme, l'organigramme est identique. Quel document vous voulez? Mais les traces, on est obligé de tracer. Moi, je ne vois pas ce qu'on pourrait vous donner comme document complémentaire. Plus aide davantage. Moi, si je peux, ce qui est mis au tableau, c'est il y a une mobilité, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des recrutements. Je vous le, voilà. Alors, c'est vrai que c'est assez complexe à comprendre, mais bon, voilà, il faut prendre un temps. Mais ça, vous l'avez eu, ça, ce document. On a chaque conseil. C'est juste une adaptation des postes et des grades en fonction des mutations, des promotions des agents, des choses comme ça. Donc, effectivement, je ne sais pas si ça vous apporte également chose de passer du temps, mais à un moment donné, on est obligé de faire confiance à la fois au comité technique et aux syndicats qui ont négocié avec la collectivité sur ces mouvements de poste, tout simplement. Voilà, je ne voterai pas contre, juste comme Laurence. Je ne voterai pas contre, je comprends ça. Antonin, c'est pas concerté, juste on n'ira pas parler. Non, de toute façon, je parle plus de Laurence. Non mais moi j'entends ce que vous dites. C'est compliqué. Après, moi je vous pose une question. Quel document on peut vous donner pour vous aider? Il y a un organigramme, après les mouvements. Après, franchement, je ne sais pas faire. Hein. Enfin, mais là où j'ai quelques difficultés, Pascal, c'est quand tu de façon très caricaturale, tu dis comme ça, je ne sais pas si les agents savent ce qu'ils font. Ça, je peux t'assurer qu'ils ne le savent. Par contre. C'est pas la peine de monter sur des grands chevaux. Ah ben non, c'est pas moi qui monte sur les grands chevaux. Monsieur le Président, j'ai fait part d'une remarque au dernier conseil communautaire qui a provoqué un certain courroux envers moi. J'ai pris sur moi, je n'ai rien dit. Si à chaque conseil communautaire, je dois me faire rentrer dedans, là, ça va devenir compliqué. D'accord? Oui, mais quand... Je pose une question, je mets une toute
petit point d'humour, il est évident que Ah oui, non, mais l'humour... j'ai parfaitement confiance en les agents. Oui, moi aussi. Voilà. Non mais, en fait, c'est que... Parce que, moi non, on va voter, ça sert à rien. Non, c'est pas ça. Si, je suis un peu agacé là. Oui, mais nous aussi. Moi, je vous pose qu'une seule question. Que proposez-vous? Vous me le dites le prochain coup. Moi, ce qu'on peut faire. Mais que proposez-vous? Moi, j'ai pas plus de solution. Ça a commencé à la grâce à nouveau procès, la semaine dernière, cette semaine, c'est bon. Bon, donc s'il y a... alors, Laurence, s'il y a une proposition, ok. Mais la commission RH... Mais je n'entends pas là. Je suis très surprise de la réaction en fait que ça j'ai pas, je ne cache pas. Parce que là on pose une difficulté, j'arrive avec je sais pas une espèce de Non, Laurence, j'essaie d'expliquer qu'une collectivité... Non, mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'explique qu'une collectivité avec 180 agents, il y a des rentrées, il y a des sorties, il y a des recrutements. Régulièrement, on a des comités techniques qui valident ou non. Bon, là, en l'occurrence, c'est validé. Bon, on essaie de l'expliquer. Alors ça, je reconnais que c'est pas de façon un peu itérative comme ça, c'est pas très agréable, effectivement. Même moi, pour le dire, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, mais, je veux dire, on doit retracer, c'est la loi qui nous l'impose, on doit retracer le mouvement de la collectivité et du personnel. Voilà, bon. Quel document, quelle information Pardon. Moi, ce que je propose, c'est qu'après chaque CT, on fasse une commission RH où on passera du temps à expliquer, ça fera des commissions, ça fera du temps, et peut-être comme ça, au moins, chaque délégué de la commission remontera dans son conseil l'explication et on gagnera du temps. C'est tout. Mais c'est vraiment une commission, pour moi, c'est perdre du temps. Mais bon, s'il n'y a que ça pour faire comprendre, le président, il fera derrière le CT, faire une commission. C'est simplement Valérie. Ah oui, oui. En fait, juste une question, parce que moi je suis dans le même cadre, je fais juste confiance, parce que j'ai confiance. Et Laurence, écoute-moi, est-ce que si on te propose... pour moi, ce qui m'aiderait, c'est en face de chacune, réagissez pas tout de suite, s'il vous plaît, en face de chacune, de mettre l'agent concerné, comme ça je verrai bien. C'est pas légal. On n'a pas légal. Et donc, je sais que c'est la seule chose qui m'aiderait, mais on n'a pas le temps. C'est qu'on n'arrive pas à identifier les personnes. Avec qui? Mais je dis pas qu'il y a une solution, il y a une solution, j'inclus une personne vraiment. Mais on a compté comme ça, Laurence. Mais Laurence, moi je... Mais non, le méchant, c'est moi. Je veux juste expliquer. Je m'abstiendrai ce soir en fait. Et très logique, Vous savez qu'en réunion publique, on n'a pas de nom à donner. C'est pas autorisé. Non, mais j'entends bien, mais moi, s'il y a une autre manière de le présenter de façon qui vous semble plus digeste, dites-le. Moi, je suis preneur. Hein. Je suis preneur. Mais, je ne sais pas comment. Comme ça, a priori, je ne sais pas comment on peut faire autrement que rapporter ce mouvement, qui est un mouvement d'une grosse collectivité, bon, avec 180 agents, et c'est un peu compliqué. On va lancer la commission après chaque CP. On fait une commission après chaque CP. Est-ce que ça peut vous convenir? Ouais, oui. Hein? Au moins, tu as notre synthèse au fur et à mesure. Mais c'est... Et si je voulais faire une réunion de synthèse, je vais dire, bon, écoutez, vous avez sur le tableau des emplois, il y a tant de départs, tant d'arrivées,
tant de mutations, tant de progression dans le grade, voilà, c'est tout. Ça serait une synthèse. Mais vous me diriez, ben c'est un peu court. C'est un peu court. Eh oui, et vous auriez raison. Non, non, mais je sais, ça fait la dernière fois... C'était pas pour être désobligeant, c'était juste pour expliquer que je vais non, mais... parce que j'ai du mal à suivre, tout simplement, et que je n'ai pas la possibilité, la capacité de dire si je suis... Non, mais si Pascal, je réagis comme ça parce que je sais que de la part du service RH, c'est un très très gros travail. Non, mais c'est même pas une remise en question des agents Voilà. de leur travail. Non, non, mais c'est pas ça. Mais je sais pas. Nous, on essaye d'être le plus clair possible par rapport à la légalité. Parce que ça, par contre, c'est important. Donc, on essaye de le faire en étant en phase avec la légalité. Bon, alors, et c'est vrai que ça vous semble pas suffisamment clair. Ouais, et ça, je peux l'entendre. Mais je ne sais pas, il faut qu'on trouve peut-être un autre mode, enfin, de façon que vous puissiez avoir ça plus en détail. Dans le cadre d'une commission, ça fera... Oui, bon, moi, enfin, s'il faut faire une commission, il faudra une commission. On peut faire l'essai. Ouais. On peut faire l'essai, et que là, par contre, il faudra faire confiance à la commission. Parce qu'on ne rapportera pas, bien évidemment, Cathy. Est-ce que un organigramme, sans transposer ça avec le code couleur sur l'organigramme, sans bien sûr qu'il y ait les noms, mais que les élus se rendent compte du mouvement justement sur quel niveau de poste, avec ce même code couleur en fait. Moi, si j'ai un élu, Jocelyn, si j'ai un élu municipal qui me pose des questions là-dessus, je suis incapable de lui expliquer. Je peux lui expliquer le principe, parce que c'est le même dans la commune. Ah oui. Mais je suis... Comment on fait une collectivité avec 10 000 agents? C'est pareil. Simplement, ce qui est, moi, à mon avis, ce qui est important, c'est s'il y avait des suppressions de postes, non renouvelés, parce qu'il y a une nouvelle stratégie, une nouvelle politique, ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire ces postes où qu'on crée de nouveaux postes qui correspondent à de nouveaux moyens ou à de nouveaux besoins. Ça serait important. Enfin, ça serait vraiment à souligner. Là, ce n'est que des mouvements statutaires, enfin bon, pour la plupart. Alors, il y a quand même plusieurs départs. oui, mais il y a les arrivées à côté. Oui, mais les départs, moi je ne connais pas de collectivité où il n'y a pas des départs et des arrivées. C'est partout. C'est pas trop proche. Non, mais je sais que c'est... Mais j'essaie de t'expliquer, si on... Je donne ma voix au nom de la commune, au nom des 1107 maintenant habitants de la commune. Donc si jamais le moindre habitant de la commune, je ne peux pas le dire, je ne comprends pas ce que je vote. Normalement, au niveau, je vous rappelle quand même, parce qu'il y avait une question qui avait abordé ce sujet tout à l'heure. Le nouveau brassage des commissions, normalement, si tout le monde est présent et sur lequel ils se sont engagés, toutes les communes sont représentées. Toutes. Il n'y a pas d'exception. Donc, je veux dire, dans chaque commune, celui qui représente la commune peut faire remonter effectivement l'ensemble des informations sur l'interpellation du maire ou de ses collègues. Mais normalement, toutes les commissions, si elles sont suivies et fréquentées avec assiduité, tout le monde est à toutes les commissions, toutes les communes. Voilà. C'est le RH ou c'est le maire? Peu importe. Voilà. Le tout, c'est qu'on fera une commission, on va bien débriefer pour voir si ça a répondu à ce que vous souhaitez ou pas.
On n'est pas obligé de l'instituer pendant matin. On va la faire, on va bien voir. Ce qui permet en commission de effectivement l'affichage de faire public. On voit si ça marche, si ça répond à vos attentes. Alors, au moins, si on peut travailler, ne serait-ce qu'avoir des idées sur le tableau, voilà, le tableau il est nécessaire, mais au moins... Ah, il est obligatoire. Voilà. Non, mais on va faire une commission. Voilà. Bon, donc de toute manière, je crois qu'on mettra ça... Ah, non, je sais qu'on n'a pas voté, on va voter là. Mais je proposerai à la prochaine commission RH, effectivement, peut-être, on va essayer d'y réfléchir, une manière de présenter, mais par contre, je vous dirai si tout le monde est là à la prochaine commission. Hein? Voilà. Bon, donc je vous invite, chers collègues, s'il n'y a pas d'autres interventions sur le sujet, à délibérer. Donc le vote est ouvert. Et M. Charles. Si. Voilà, le vote est clos. 33 pour, 7 abstentions. Alors, les abstentions, c'est Madame Caresco par mandat avec M. Gara, M. Charlot, Madame Ducos, M. Gara, M. Massieu, M. Pernin et M. Rappé. Voilà. Je constate que visiblement, on n'est pas très nombreux à ne pas comprendre finalement. On ne l'a pas dit. Voilà. Bon, alors, il n'y avait pas de questions orales. Donc, mes chers collègues, je déclare clos ce conseil communautaire et je vous donne rendez-vous au prochain conseil communautaire du 30 novembre.